Un pays n'est jamais seulement l'instant où le monde le regarde. Bien avant que les caméras fixent leurs objectifs sur ses frontières, cette terre avait déjà appris à nourrir des villes, à cacher des champs, à élever des cathédrales, à enterrer le chagrin et à recommencer après que toutes les forces autour d'elle avaient exigé sa disparition. La première impression est celle de l'échelle, mais ici l'échelle n'est pas une distance vide. L'Ukraine se trouve entièrement en Europe, et pourtant elle s'étend plus largement que bien des pays que les Américains imaginent comme des mondes à part entière. Des montagnes boisées se dressent à l'ouest, des plaines ouvertes filent vers l'est sous des ciels immenses. Les fleuves avancent comme d'anciennes routes, la mer Noire adoucit la lumière du sud, les racines commencent dans le sol. Une grande partie du pays repose sur le Tchernosium, cette fameuse terre noire, si riche qu'elle a nourri des empires et attiré des armées. En été, le paysage peut devenir une vision d'abondance, avec le blé ondulant comme une eau dorée et les tournesols rangés épaule contre épaule, leurs visages tournés vers la lumière. Pourtant, l'abondance ici n'a jamais été innocente. La même terre qui donne le pain se souvient aussi de la faim. L'eau a donné à cette terre l'une de ses formes les plus anciennes. Le Dnipro rassemble forêts, bourgs, monastères, îles et mémoires en une longue colonne bleue qui descend vers la mer Noire. Bien avant les frontières modernes, des bateaux portaient sur son courant l'ambre, les fourrures, l'argent, la soie et les récits, reliant les forêts du nord au marché byzantin. À l'un de ces méandres, Kiev s'est élevé sur des collines vertes et est devenu un centre de pouvoir, de foi, de droit et d'écriture. En Ukraine, le pouvoir a souvent été mis à l'épreuve par une question : qui a le droit de gouverner et qui a le droit de se souvenir ? Sous Yaroslav le Sage, Kiev rassemblait écoles, livres, alliances et pierres, alors qu'une grande partie de l'Europe était encore faite de bois brut et de boue. Sa fille Anne devint reine de France et signa son nom en écriture slave, sur des documents où d'autres ne savaient en tracer qu'une croix. Des siècles plus tard, les Cosaques de la steppe, au-dessous des anciens rapides du fleuve, élisaient leur chef à ciel ouvert. En exil, Philippe Orlik écrivit une constitution qui limitait l'autorité et imaginait un gouvernement fondé sur l'accord, et non sur la naissance seule. L'architecture ici commence souvent comme une question de survie, et devient beauté. La cathédrale Sainte-Sophie a gardé son or ancien à travers les invasions, les incendies, les occupations et les prières. À l'intérieur, la Vierge aux bras levés est appelée le mur indestructible, une mosaïque devenue symbole parce qu'elle a fait ce que la ville n'a cessé de faire. Ailleurs, des maisons villageoises blanchies à la chaux se tiennent parmi les vergers, les façades de Lviv portent le raffinement de l'Europe centrale, et une forteresse peut surgir d'une île de roche au cœur d'un canyon fluvial. La foi n'est pas séparée de la vie quotidienne. Elle monte dans les coupoles, descend dans les grottes et s'assoit en silence près du pain sur la table familiale. Sous la laure des grottes de Kiev, les pèlerins avancent dans d'étroits tunnels éclairés à la bougie, là où des moines creusèrent autrefois leurs cellules dans la colline. Dans les villages de montagne, de vieilles histoires parlent encore des mollefards, capables de lire les herbes, le temps et les signes. À Pâques, les pisanquis sont dessinés à la cire et à la couleur jusqu'à ce qu'un simple œuf devienne une carte de soleil, de blé, de serre, d'eau et de lignes infinies. Le pays a toujours su descendre sous terre. Sous Kiev, la station de métro la plus profonde du monde plonge à plus de 100 mètres sous les rues, construite pour circuler, mais aussi pour abriter. Sous Odessa, des catacombes de calcaire se déploient dans l'obscurité, d'abord carrière, puis refuge, pour contrebandiers, partisans et secrets. Sous les collines douces de Podolie, des grottes de gypse serpentent sur des centaines de kilomètres dans des passages tapissés de cristaux. La surface répond par le mouvement. Les trains glissent sous des arches vertes, là où les arbres ont poussé par-dessus une voie ferrée pour former le tunnel de l'amour. Les cigognes reviennent d'Afrique vers les toits des villages, et les familles laissent leurs nids intacts comme des bénédictions. Une trambita envoie une longue note à travers les vallées des Carpates, annonçant les événements de la vie dans un son plus ancien que les téléphones. Dans les rues des villes, une bandoura peut encore faire retentir des chants qui voyageaient en jadis de bourg en bourg sur les épaules de kobzars aveugles. Les chants comptaient non parce que la mémoire était dangereuse. Les kobzars errants chantaient dans des doumis, longs poèmes épiques sur les Cosaques, la perte, la trahison, les veuves, les fleuves et la liberté. Ils n'étaient pas de simples musiciens. Ils étaient des archives vivantes dans un pays où les dirigeants tentèrent de réécrire le passé. Dans les années 30, un régime avide d'obéissance ne s'en prit pas seulement aux céréales et aux villages, mais aussi aux gardiens du champ. Des récits parlent de kobzars rassemblés sous la promesse d'un congrès, puis emmenés, leurs instruments détruits,
leurs voix réduites au silence. La bandoura leur a survécu. Elle est revenue par les familles, les élèves, les conservatoires, les coins de rue et les scènes. Son timbre peut être lumineux et endeuillé à la fois, comme si la joie et le chagrin sortaient des mêmes cordes. La langue portait le même danger. Taras Shevchenko naquit serf, propriété légale d'un autre homme, et devint le poète dont les mots contribuèrent à former l'identité ukrainienne moderne. Il écrivait dans la langue des villages et des gens ordinaires, celle que le pouvoir impérial méprisait et cherchait à restreindre. Son livre, Kobzar, emprunta son nom aux bardes errants et donna une force littéraire aux dépossédés. Exilé, interdit d'écriture et de peinture, il écrivit malgré tout sur des bouts de papier cachés. Quand les livres étaient interdits ou surveillés, la culture se retirait dans les pièces ordinaires. Une cuisine pouvait devenir plus sûre qu'une forteresse. Le bortsch mijotait avec betteraves et choux, mais aussi avec mémoire. Les recettes changeaient de village en village, de grand-mère en petite-fille, portant un sens du lieu plus durable que les décrets officiels. La langue proscrite survivait dans les berceuses, les plaisanteries, les bénédictions et les noms des herbes. Le fil devint une autre forme de défense. La vychivanka, la chemise brodée, n'est pas une simple décoration. Ces motifs portent une géométrie plus ancienne que le christianisme, losange, spirale, ligne de protection et d'appartenance. Les guerriers cosaques la portaient comme talisman, croyant que les poings gardaient en quelque chose du foyer près du corps. Aujourd'hui, enfants, artistes, soldats et grands-mères la portent encore comme une réponse visible à ceux qui affirment qu'une identité peut être effacée par la force. Les rituels saisonniers donnent au temps lui-même l'air d'un héritage. Au milieu de l'été, des couronnes peuvent dériver sur l'eau et des flammes monter dans l'obscurité pendant Ivana Kupala, une fête plus ancienne que l'église qui l'a ensuite enveloppée. En hiver, Malanka remplit les villages de masques, d'animaux de paille, de blagues, de bruit et de malice, poussant une année dehors pour en laisser entrer une autre. Les montagnes des Carpates gardent un autre registre de la même endurance. Autour du Overla, le plus haut sommet du pays, les crêtes boisées montent vers les nuages et les hautes prairies s'ouvrent au-dessus des épicéas sombres. Des forêts primaires de hêtres demeurent dans des vallées protégées, arbres enracinés dans un sol qui a échappé à la hache pendant des siècles. Mais les montagnes ne sont pas seulement un paysage. Elles sont une école d'adaptation, où les bergers Utsul portent encore l'été vers les pâturages avec moutons, fromages, fumée, longues trompes de bois et nourriture faite pour l'air froid et le travail prolongé. La vie sauvage y est rarement théâtrale. Elle passe par des traces, des ombres, des apparitions soudaines. Un lynx peut traverser la neige et disparaître avant que quelqu'un l'aperçoive. Les ours bruns avancent parmi les arbres avec un silence qui rend leur taille presque mythique. Les bisons d'Europe, autrefois chassés de la nature sauvage, marchent de nouveau dans les forêts ukrainiennes comme les survivants d'une lignée presque rompue. Après la pluie, une limace bleu cobalt glisse sur la mousse humide, petite, étrange, presque irréelle. L'Ouest porte des couches humaines aussi denses que les forêts. Elvav regarde vers l'Europe centrale dans la pierre, le café, les cours, les cimetières et les façades. Ces vieilles rues se souviennent des fonctionnaires habsbourgeois, des marchands polonais, des églises arméniennes, des quartiers juifs, des écrivains ukrainiens et des ombres soviétiques. La ville a changé de souverain et de nom, mais elle allait garder un rythme intérieur obstiné. Parmi les anges et les ferronneries du cimetière de Litchakiv, des personnes de différents empires reposent dessous le même ciel. Le café, dans cette ville de l'Ouest, est plus qu'une habitude. C'est une cérémonie servie lentement dans les cours et les caves, sombre et réfléchie, comme si la conversation elle-même devait infuser. Pourtant, même le plaisir possède une couche cachée. Des bars secrets et des salles souterraines jouent avec la mémoire des bunkers de résistance, tandis que musées et archives connaissent le travail plus grave de la protection. Quand le danger presse ailleurs, manuscrits, icônes, tableaux et objets fragiles peuvent être déplacés vers des réserves plus sûres. Mais aucune archive ne peut adoucir tout le poids. La Terre Noire, qui avait nourri des millions de personnes, devint, sous Staline, le théâtre de l'un des crimes les plus dévastateurs de l'histoire européenne. Des quotas de céréales impossibles furent imposés aux villages. La nourriture fut confisquée, les frontières fermées, et les gens moururent de faim au milieu de l'une des régions agricoles les plus riches de la planète. Le Holodomor ne fut pas simplement une famine au sens ordinaire. Les Ukrainiens s'en souviennent comme d'une faim utilisée délibérément comme arme contre un peuple et son indépendance. Le chagrin entra dans le paysage par les ravins autant que par les champs. Près de Kiev, Babi Yar devint pendant la Shoah un lieu de meurtre de masse, où des dizaines de milliers de Juifs furent fusillés en 2 jours seulement, suivis de nombreuses autres victimes dans les mois suivants.
Le ravin est une blessure dans le sol et dans la mémoire. Il rappelle que cette terre a vu plus d'un système de terreur s'abattre sur des vies ordinaires, laissant derrière lui des silences que les générations suivantes ont dû forcer à s'ouvrir. Tout un peuple fut aussi arraché à la mer. Les Tatars de Crimée, musulmans installés depuis des siècles sur la péninsule de la mer Noire, furent déportés dans des wagons à bestiaux en 1944, accusés collectivement et envoyés loin en Asie centrale. Leurs villages furent renommés, leurs livres et leurs mosquées menacés, leur place dans l'histoire niée. Pourtant, l'exil ne les a pas achevés. Les familles ont gardé la langue, les chants, les noms des villes et l'idée du retour, jusqu'à ce que beaucoup reviennent des décennies plus tard, rebâtir presque à partir de rien. Le Sud porte à la fois le sel, l'humour, le commerce et l'ombre. Odessa, avec ses larges boulevards, ses façades néoclassiques, son opéra, ses escaliers du port et son air marin, a toujours été plus qu'un port. Grecs, juifs, italiens, ukrainiens, russes, marins, commerçants, artistes et contrebandiers ont tous contribué à façonner son esprit irrévérencieux. Ces plaisanteries sont célèbres parce que l'humour là-bas n'est pas seulement légèreté. C'est un outil de survie aiguisé par des siècles de mouvements et de dangers. Le temps profond continue de percer le monde moderne. À Medjiric, des habitations préhistoriques furent construites avec des os et des défenses de mammouths, preuve qu'ici, à l'âge glaciaire, des êtres humains organisaient les restes de géants en maison. Bien avant les assemblées cosaques ou les églises médiévales, les Tripiliens bâtirent d'immenses établissements, peignirent des poteries à spirales et brûlèrent, puis reconstruisirent leur communauté pour des raisons encore débattues. Le passé de l'Ukraine n'a pas un seul commencement. C'est couche après couche d'expériences humaines, chacune laissant des signes sous la suivante. Des rêves modernes ont aussi surgi de ce sol stratifié. À Kharkiv, le béton et le verre constructiviste annoncèrent un jour un avenir radical à travers des bâtiments comme le Держprom, avec ses tours, ses passerelles et sa géométrie dure tournée vers une ère nouvelle. Près de Kiev, l'Antonov Mria, dont le nom signifie rêve, devint le plus grand avion jamais construit, une machine si immense qu'elle semblait défier l'idée qu'un pays puisse être réduit à sa seule souffrance. Même lorsque de telles choses manto sont endommagées ou détruites, elles laissent la preuve d'une imagination à l'échelle du géant. Les merveilles de plus petites du pays portent la même densité. Un monastère peut couronner une colline de coupoles dorées. De vieilles églises à Tchernihiv peuvent garder la pierre des temps du premier État slave. Une ville-forteresse peut paraître presque impossible, posée sur le roc dans un canyon de rivière. Un pain de mariage, le korovaï, peut être façonné avec oiseaux, blé, fleurs et tresses de pâte jusqu'à ce que l'hospitalité devienne sculpture. Aucun symbole moderne du danger n'est plus obsédant que Tchernobyl. Au printemps 1986, un réacteur explosa près de Pripyat, projetant des matières radioactives dans le ciel et au-delà des frontières avant que le monde sache vraiment ce qui s'était passé. Les habitants de la ville nouvelle furent évacués avec la promesse qu'ils reviendraient bientôt. Ils laissèrent vaisselle, livres, jouets, linge, salle de classe et une grande roue destinée à une fête qui n'arriva jamais. Une nation qui a connu la catastrophe apprend aussi la discipline de la veille. Pompiers, pilotes, ouvriers, évacués et familles payèrent le prix de cette nuit. Certains montèrent sur des toits mortels quelques secondes à la fois, parce que les machines échouaient là où l'on envoyait encore des corps humains. Plus tard, le béton, l'acier et une immense arche mobile furent placés au-dessus du réacteur détruit. La structure n'était pas une guérison. Comme une bougie à la fenêtre pour les morts du Holodomor ou une archive descendue en cave, c'était une promesse. Le danger doit être contenu, rappelé et jamais considéré comme terminé simplement parce qu'il a disparu de notre champ de vision. Là où les êtres humains sont repoussés de force, la Terre commence sa propre phrase inachevée. Dans la zone d'exclusion, les bouleaux et les érables ont fendu l'asphalte, les routes se sont resserrées en corridors verts, les loups ont traversé les vergers et les élans sont revenus vers les canaux d'eau. Mais cela appartient à un motif plus vaste, visible dans les forêts des Carpates, la steppe protégée, les rails abandonnés et les vergers de villages. Des chevaux de Przewalski, les derniers chevaux vraiment sauvages de la Terre, furent relâchés dans la zone comme expérience et s'y adaptèrent, donnant naissance dans les prairies radioactives près des bâtiments vides. Le retour peut être écologique, culturel ou obstinément humain. Certains vieux auto-réinstallés retournèrent dans leur village après l'évacuation, plantèrent des jardins dans un sol contaminé, puisèrent l'eau au puits et vécurent dans des maisons de bois entourées de panneaux d'avertissement et de forêts.
Des familles tatares de Crimée portèrent les noms des villes perdues à travers l'exil avant de revenir dans une patrie transformée. Des chants pourchassés jusqu'au silence revinrent par la bandoura. Ce mot, racine, explique une grande part de la force émotionnelle de l'Ukraine. Racine dans le sol, racine dans la langue, racine dans les champs, racine dans les tombes, racine dans les forêts qui percent le béton. L'endurance du pays n'est pas abstraite, elle est physique. C'est du pain cuit pour les invités, une bougie posée à la fenêtre pour les morts du Holodomor, un nid de cigogne laissé sur un toit, un objet de musée transporté dans une cave, un enfant qui apprend un motif sur un œuf. Le mot ukrainien volia signifie liberté, mais aussi volonté. Ici, les deux idées sont difficiles à séparer. La liberté sans volonté est trop fragile. La volonté sans liberté devient simple endurance. Ensemble, elles expliquent pourquoi tant de tentatives d'effacement n'ont pas réussi à achever ce qu'elles avaient décommencé. Une langue fut interdite et elle entra dans les cuisines. Une ville fut détruite et elle se releva. Un champ fut traqué et il revint dans la rue. Une zone empoisonnée fut clôturée et des chevaux y coururent. Cela ne rend pas la souffrance noble et ne transforme pas le présent en symbole. Les gens ici ne gardent pas les écoles ouvertes, ne reconstruisant pas les ateliers, ne chargent pas les générateurs, ne préservent pas les archives, ne cultivent pas les jardins et ne chantent pas les vieilles chansons parce que l'épreuve serait belle. Ils le font parce que l'alternative serait de laisser la violence décider de tout le sens du lieu. L'histoire la plus profonde de l'Ukraine est le refus de laisser la pire chose qui lui arrive devenir la seule chose vraie. Regardez encore ces images mêlées, la coupole dorée et l'escalator du métro, la trompe de montagne et le tramway de la ville, le champ de tournesol et le ravin, la cave à café et l'archive cachée, la cabane en os de mammouth et l'avion moderne, la bandoura et le panneau d'avertissement, la chemise brodée sous la veste d'un soldat, la limace bleue dans la mousse humide des Carpates, le cheval sauvage près de la ville morte. Ce qui apparaît n'est pas une route mais un motif. L'eau porte la mémoire. Le sol porte la récolte et le deuil. Les forêts cachent ce qui a besoin de temps pour revenir. Les villes changent de maître tout en gardant leurs habitudes. Les familles préservent ce que les gouvernements tentent d'interdire. Les artistes se déplacent, reconstruisent et créent encore. La vraie question n'est donc pas ce qu'est l'Ukraine au-delà des gros titres, comme si ces gros titres étaient faux ou sans importance. Ils sont réels, ils comptent. Mais ils sont le chapitre le plus récent d'un livre déjà épais de villes brûlées, de poèmes cachés, de lois anciennes, de grottes sacrées, de prairies, de déportations, d'inventions, de chants, de famines, de forêts et de retours. Ne connaître que la blessure la plus récente, c'est prendre un corps ancien pour une seule cicatrice. Bien avant que le monde regarde, ce pays se tenait au croisement des fleuves, des empires, des routes de steppes, des forêts et des mers. Il a été disputé parce qu'il comptait. Il a tenu parce que les gens ont rendu l'endurance ordinaire, en la plaçant dans la nourriture, la langue, le tissu, la musique, le rituel, l'architecture et la mémoire. Et lorsque les caméras s'éloigneront, le pays plus vaste sera encore là, immense, fertile, blessé, généreux, mystérieux et vivant. Le matin touchera encore les crêtes des Carpates, le café noircira encore dans les caves de Lviv, le Dnipro portera encore la lumière à travers Kiev. Les tournesols tourneront encore leur visage vers l'est et vers l'ouest avec le jour. Des champs monteront encore de cordes qui étaient insensées se taire. Quelque part dans la zone d'exclusion, des chevaux baisseront la tête vers l'herbe. Quelque part dans une cuisine de village, une grand-mère guidera la main d'un enfant sur la cire et la coquille. Et à travers tout cela, l'Ukraine continuera de répondre à l'histoire dans la langue qu'elle connaît le mieux. Non pas la disparition, mais le retour.